Christophe Barbier le matin, Alexis Lacroix l'après-midi. Bonjour Alexis. J'ai enlevé mon écharpe, donc vous voyez, l'effet est cassé là. Vous voulez que je la remette? Non, ça va. Voilà. Elle n'est pas rouge. Merci de nous retrouver comme tous les mardis dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. La couve, est-ce qu'on peut en dire un mot, la couve d'Actualité Juive, ou c'est pas encore... C'est pas encore tout à fait ficelé, donc ne dévoilons pas tout. Ça sera la surprise. Ça sera demain. Voilà, Demain, à partir de demain en kiosque. On s'intéresse, Alexis, cet après-midi, à la menace des Républicains de déposer une motion de censure contre le gouvernement Attal. Une position justifiée notamment et en particulier par le dérapage des comptes publics. Comment le président de la République compte-t-il y faire face, Alexis? Alors, le dérapage des comptes publics, on en a parlé, avec les bisbilles grandissants entre le président de la République et son ministre de l'économie. Bruno Le Maire avec un déficit public de 5,5%, bien au-delà des estimations. Pour la droite, c'est de bonne guerre. La droite est dans son rôle, elle joue aujourd'hui la carte de l'opposition, et cette motion de censure annoncée est évidemment une façon de vouloir peser une fois de plus sur la conduite des affaires publiques. Je ne suis pas sûr que la droite, du matin au coucher, partage ce souci ardent des finances publiques. Ils s'en servent en revanche comme d'un instrument politique, on le comprend très bien. L'orthodoxie budgétaire libérale n'est pas le mantra forcément d'Éric Ciotti? Si, quand même. Il faut le lui reconnaître, il y a une cohérence. Vous avez raison, la droite républicaine, LR, a toujours fait du respect de l'orthodoxie financière et comptable un des articles de foi de sa doctrine économique, davantage que le Parti socialiste. Tout ça est absolument vrai. Et on le voit d'ailleurs même chez Édouard Philippe. Mais bien sûr, et qui surfe sur le besoin de contrôler la dette, qui monte très fort dans une partie de l'opinion, et notamment dans cet électorat de droite que se disputent aujourd'hui les deux formations politiques sur lesquelles nous avons beaucoup l'occasion de revenir, et qui sont en pointe sur la dette. LR et Reconquête se sont mis, pour des raisons sociologiques aussi, en adéquation avec, entre guillemets, l'obsession de leur électorat vis-à-vis de la dette. Mais par ailleurs, la motion de censure, c'est évidemment un instrument politique afin de challenger le président de la République. Je serais tenté de vous dire, puisque vous me posez la question comment il réagit, message reçu 5 sur 5 pour l'instant. Car nous assistons, au-delà, disons, des combines politiques immédiates, au ressurgissement d'une hypothèse sur laquelle avait semblé travailler le président de la République, son entourage élyséen, depuis sa réélection de 2022, j'allais vous dire, victoire à la Pyrrhus en réalité, réélection par défaut quelque part, qui ne lui a pas permis d'asseoir une majorité absolue pour gouverner comme il le souhaitait. Et depuis ce moment-là, le président de la République, par étapes successives, en juin 2022, vous vous en souvenez, au moment des législatives, puis ensuite lors des les premières rencontres de Saint-Denis organisées dans la capitale dionysienne en 2023, il n'a cessé de flirter avec cette idée de créer cette grande coalition, cette nouvelle union sacrée sans Georges Clémenceau, à laquelle un certain nombre de ses amis politiques l'ont appelé ou l'appellent encore aujourd'hui. Avec un Premier ministre qui serait issu des rangs des Républicains, c'était notamment l'idée de Nicolas Sarkozy. Vous avez absolument raison, c'était l'idée de Nicolas Sarkozy, qui pense à lui, naturellement, mais j'allais vous dire en politique, c'est de bonne guerre. Lui, il pensait bien sûr à Gérald Darmanin, qui aurait été un recours justement pour organiser cette grande coalition autour d'un axe, si vous me passez l'expression, macrono-sarkozyste, qui existe dans la réalité en fait aujourd'hui, mais qui n'est pas officiel, puisque Gabriel Attal continue à être présenté, à tort d'ailleurs, comme un ancien socialiste, alors que son premier engagement vraiment structurant, vous savez bien qu'il y a des matrices pour chacun en politique, son premier engagement en fait, avant le PS, avant, c'est le sarkozysme. Il est à Sciences Po, il est militant sarkozyste. Les gens l'ont oublié, peu importe. Mais donc, vous voyez que la boucle se boucle. Maintenant, il n'est pas présenté comme un ex-sarkozyste. Il est présenté comme un ex-socialiste, notamment dans l'entourage de l'ex-ministre de la Santé, Marisol Touraine, la fille du sociologue récemment disparu. Et donc, effectivement, vous avez raison, Emmanuel Macron sait qu'il a potentiellement encore une carte à agiter sous le nez de l'opposition Ciotti-Vauquier en leur disant « mais je ne vous ai pas oublié les amis, je ne vous ai pas oublié ». Et donc effectivement, il souhaite illustrer cet adage que Georges Pompidou en son temps avait résumé dans le Nœud gordien, grande réflexion politique, vous savez, sur les blocages du système politique français, mais aussi la grandeur de la cinquième. Pompidou écrivait « les institutions sont ce que les hommes les font ». Il insistait donc sur la plasticité d'un régime qui, tout en étant centré, comme vous le savez, sur le président, sur ses prérogatives régaliennes, permet néanmoins la création de coalitions transpartisanes. Et donc, cette offre de service pourrait intéresser... Nous sommes au printemps 2024 et nous revenons
à la configuration réflexive au sommet de l'État qui était celle de 2022. On a perdu 2 ans, mais on est à nouveau revenu là. Et ces offres de services pourraient intéresser Éric Ciotti et les Républicains? Alors là, vous me posez une question... Tant qu'elles aient été formulées de manière alors là, vous me posez une question à laquelle je suis très sincèrement incapable de répondre avec certitude. Ce que nous voyons, alors partons de ce que nous observons. Vous savez, parfois les phénomènes sont parlants. En politique, dans les affaires humaines, ce qu'on voit a un sens. Ce qu'on voit, c'est LR qui a oscillé en réalité depuis 2 ans entre une position d'opposition, j'allais dire très, très définie, droit dans ses bottes, triangulant donc quand ils font ça un espace qui est celui en fait de Reconquête, voire du RN de Bardella. Et parfois des positions plus conciliantes sur le mode « mais vous savez, si vous nous passez des coups de fil sympathiques et si vous faites des offres de services, nous les étudierons ». Il y a une oscillation. Et d'ailleurs, au sein même de LR, vous savez bien qu'il y a au fond, en réalité, il y a moins les bonapartistes, les orléanistes, il y a 2 camps. Il y a les gens qui sont complètement fermés à toute idée d'une négociation avec le président de la République, pour une entrée au gouvernement, pour une présence, là. Et il y a les gens qui y sont ouverts. On pense notamment à des gens de très grande qualité, comme par exemple Jean-François Copé. Ça m'étonnerait que Jean-François Copé, si demain on lui faisait la proposition d'un ministre régalien pour avoir sa feuille de route, qu'il la refuse. Vous voyez, donc il y a cette oscillation. En même temps, Alexis, est-ce que les Républicains n'auraient pas beaucoup à perdre en cas de dissolution, une dissolution qui profiterait a priori, si on en croit en tout cas les sondages, au Rassemblement national? Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, vous avez parfaitement raison. Vu les équilibres politiques actuels, s'il y avait une dissolution, ça n'est pas tellement la famille LR qui a des chances d'augmenter le nombre de parlementaires qu'elle a envoyés au Palais Bourbon, comme on disait jadis en 2022, mais c'est malheureusement le RN, effectivement, qui risque de passer de 89 à 150, 160, etc. Vous voyez, étant donné les rapports de force politiques. Donc, ce qu'on peut penser, et on revient à la question que vous posiez juste avant, c'est que l'agitation de cette menace, de la motion, est en fait là aussi, de la part de LR, une sorte de coup de poker. Ils agitent une menace dans l'espoir que Emmanuel Macron revienne sérieusement, et pas simplement sur un mode déclaratoire, à son idée de 2022, c'est-à-dire l'idée d'élargir les murs du macronisme. Il l'a fait d'ailleurs en réalité, il l'a fait sans le dire. Quand il fait venir Rachida Dati, on l'a analysé, dans un poste qui est aussi un prête-nom. Je ne dis pas qu'elle ne fait rien, mais elle a d'autres missions plus importantes encore, probablement en direction du monde arabe notamment, etc. Quand il fait venir Rachida Dati, sous le conseil de sa femme d'ailleurs notamment, et évidemment qu'il élargit la majorité présidentielle. Maintenant, pour conclure, Alexis, ce dont il serait question serait de quelque chose de beaucoup plus fondamental qui supposerait pour Emmanuel Macron d'admettre définitivement, ce qui est difficile, si on termine là-dessus, d'admettre définitivement que le centre de gravité de sa majorité n'est plus dans l'hypercentre, faisant en quelque sorte un compromis historique entre... Mais clairement à droite. Mais clairement au barycentre de la droite républicaine. Ça serait donc, de ce point de vue-là, une transgression par rapport à ce qu'était le macronisme originel, et il sait très bien que ça lui poserait immédiatement un problème, donc il ne peut pas se déterminer tout de suite vis-à-vis de ce qui reste du macronisme de gauche, très tenté ces jours-ci par le vote PS Raphaël Glucksmann. Donc vous voyez bien qu'il est un peu coincé en réalité. Il est un peu coincé. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour ces analyses à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi, à demain. À vous aussi. Non, pas demain, à vendredi. À vendredi.